Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caric ce soir. On est très heureux d'accueillir Luvan, qui est quelqu'un dont on apprécie énormément les écrits, qui jusqu'ici étaient principalement des nouvelles, des novellas. Et là, il y a donc qui sort aujourd'hui un roman. Non, il n'est pas si gros que ça en fait, mais il est énorme. Non, il est énorme, mon bouquin. Mais non. La référence c'est plutôt Jérusalem si tu veux pour les bouquins énormes. Donc, Ah ouais. bon, Susto, ça va. Mais qui est magnifique. On va essayer de vous faire partager, alors sans dévoiler, parce que une des caractéristiques de ce roman, je le dis tout de suite, pour éviter tout futur spoiler, c'est que on a l'impression qu'on va avoir une mosaïque à plat avec énormément de voix différentes. C'est un roman très très polyphonique, très rusé dans la façon de faire intervenir tous les différents personnages. On va d'ailleurs commencer par les personnages. Et il y a néanmoins une sacrée intrigue, il y a un vrai suspense, et voilà, on va essayer surtout de ne pas dévoiler tous les retournements en fait qu'il y a dans cette montée vers des choses terribles et magnifiques qui se passent donc dans l'Antarctique quand même. Hein. Et je le dis tout de suite, c'est pas l'Antarctique qu'on connaît parce que c'est un Antarctique où il y a eu du réchauffement climatique. Donc bien sûr la géographie est à peu près la même, mais il fait pas froid, enfin modérément froid quoi. Donc ça change un peu les repères qu'on peut avoir par rapport à l'Antarctique. Mais on va attaquer sur les personnages. Ouais, d'accord. Vas-y. Bon, ce soir. En fait, le roman commence par une liste des personnages et avec des brefs commentaires pour dire qui sont les personnages. Et en fait, moi, je dois avouer que déjà à lire la liste des personnages, donc je savais rien de ce qu'il y avait dans le roman, j'étais déjà mort de rire. Enfin, pas seulement, mais intrigué et mort de rire. Donc je me suis dit que peut-être que ça va faire la même chose pour vous aussi. Donc on lit là chacun. Ça va. Tu veux commencer? Vas-y. La lettre A. Personnage. Adina Sadowska. Prophétesse, protégée d'Iguchi Anao. Angela, Titus, aurait voulu être un pirate, travaille à l'orphelinat. Antigone. Prépare la suite. M. Yorgos. Oui, bon, ça y est, c'est moi qui me le tape celui-là. Asbjørnsen, pasteur, homme d'église, triste, porte des lunettes, père de l'aîné, éponyme, et gardien d'enfants seul. Babouchka, sorte de Tristana. Berthe, Marie Fraissinet, pilote. Björn, marinier. Brunswick, Mia, universitaire. Camille, le colporteur, colporte. CJ, ou CJ, barbu. Clara, grande Maori, elle garde ses des choses et se demande, collègue de Luo-chan. Philomeno, gosse des glaces, protégé de Baba Tristana, mais pas assez. Chercheur Esmo. Georgi, gangster musclé à la peau laiteuse. Goldstein, Misha, chef, aime la sécurité d'amour. Hamelin, Reinhardt. Oreille à la tendresse d'onglet, misanthrope, flingué par la sécurité. Anao, Iguchi, fille de mineur, sorte de Kurobozu, se rasera la tête. O, gangster, M. Luo-chan. Yorgos, coup d'hélice, barman, dans cet ordre, aime Antigone. Rolré, futur sourcier, ancien sidekick de Kurobozu, M, petit-fils de l'Abuela. Il y en a plein en fait. Ouais, il y en a plein. K, sorte de Clara. Karloff, Karl, mouchard de la sécurité, aime qu'on le déteste. Kovac, un mineur. Kurobozu, vigilante instrumentalisé par la presse, sorte d'Iguchi Anao. L'Abuela, grand-mère de Yorge. Elle pense, avec un A. Et la corneille, une corneille. Laure Le Créac, athlétique ornithologue, aime vivre, enseigne le français à l'aîné, Asbjørnsen. Lene Asbjørnsen, fille du balcon, fille sous le pont et du pasteur éponyme, raconte beaucoup. Lo, sorte de Luoshan. Luo-chan Kechun, a peur du noir, mineur de là à là, garde-bloc à partir d'ici, M.O. Maya, inuit autodéclaré, presque officiellement adulte. Marie, il y en a deux, la mère et la fille, barmaids, dans le désordre. Martin, gamin de Glacis, ami de Philomeno. Mathison Kore, universitaire. Nina, marinière. Pablo, sorte de cactus au lourd passé. Pierre, pseudonyme.
Pietro, gamin des glacis, ami de Philomeno. Ramon, pseudonyme. Sean, Virgil Jackson, vulcanologue sans génie, hante l'histoire. Shelley, Bentley, la femme à la barre. Shona, écluse. Stanislas, pop doré. Thaddeus Lem, violoniste philosophe. Toad, un autre mineur. Thorson, saga, sorte de Waldman. Thorson Ulrika, descendante des Pilgrims, archiviste en constante immersion, mère de Waldman. Tour de garde, là, regarde. Tristana, Baba, Kizilova, monument du glacis, connaît les prières. Vania, gangster. Verregen, Anne, une des gardiennes de la mémoire. Waldman, sorte de Thorson, vulcanologue, fille d'Ulrika Thorson. Yanis vient d'arriver. Zang, gangster, chef et boxeur. Voilà, donc en fait c'est qu'un tout petit échantillon des personnages du roman. Non, pardon. Non, ils sont quasiment tous là. Donc tous ces personnages qui sont assez divers, hein, comme vous pouvez le ressentir, vont donc construire ce roman, dont pour l'instant on va juste dire donc il se passe en Antarctique, dans une ville un peu particulière, dont on dira quelques mots tout de même, qui s'appelle Sousto, qui est au pied du mont Erebus, donc sur l'île de Ross. Donc vous avez certainement une carte de l'Antarctique en tête. Avec les lignes de métro, vous les connaissez par cœur. Voilà, donc sur la représentation traditionnelle de l'Antarctique, quand on est dans l'hémisphère nord, la mer de Ross en fait est celle qui est au sud de l'Antarctique sur la représentation traditionnelle, et il y a une petite île en fait qui a été beaucoup utilisée comme base d'expédition pour l'exploration de l'Antarctique. Et sur cette île, il y a en fait une chaîne volcanique dont le plus important volcan s'appelle l'Erebus, qui est aussi le point culminant de l'Antarctique, à 3600 mètres ou quelque chose comme ça. Et qui est un volcan en activité. Enfin, aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'il est en activité, et c'est pour ça que c'est très spectaculaire, parce que notamment, il y a de la lave au fond, alors qu'il y a partout de la neige, quoi. Et ça fait 50 ans que ça dure. Et dans cette Antarctique, donc, qui n'est pas tout à fait le nôtre, puisqu'il y a eu un réchauffement climatique, que le niveau des océans a monté, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Et donc, il y a cette ville-là qui est au pied du mont Erebus, volcan en activité, donc qui menace, ville qui s'est construite aussi pour se défendre contre les assauts du volcan, et il va s'y passer plein de choses, parce que cette ville est d'une complexité et d'une beauté assez étonnante, mais on va l'élucider un peu sans trahir les secrets de Sousto ce soir. Donc moi j'avais une première question qui est très banale, hein, j'en suis désolé, mais quand même j'aimerais bien avoir une réponse, c'est, voilà, tu avais écrit beaucoup de nouvelles, dont ces deux fabuleux recueils. Si vous les avez pas, il faut absolument que vous les ayez, hein, vraiment, Cru et Few of Us, qui sont assez différents et qui sont tous les deux magnifiques. Et puis donc tout à coup, ce roman, donc comment est venu le projet, comment tu l'as articulé pour faire rentrer tout ce monde en fait dans ce Alors projet. tout ce monde est rentré en fait, parce que si tu parles des gens, tu parlais Ouais. pas d'eux. Ouais, en fait, à la base, je voulais écrire sur la peur. Je voulais faire un travail d'entomologiste, créer un espace, mettre des petites fourmis et voir comment ces fourmis réagissaient. J'avais envie de comprendre les peurs collectives essentiellement, mais qui sont fondées sur des peurs individuelles. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, mais j'avais envie d'explorer, de réussir à comprendre ce qui nous arrive nous en ce moment en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de peur. Il y en a peut-être toujours eu, en tout cas bon. C'est juste moi à ce moment-là de ma vie, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de peur autour de moi et que moi j'en ressentais aussi. Et que voilà, j'avais envie de comprendre comment, c'est très bateau, mais la montée des populismes, et pourquoi il y a une avancée dans un sens, et puis t'as le mariage gay, puis hop, t'as la manif pour tous. C'est comprendre en fait tous ces équilibres. J'avais envie d'essayer de mieux comprendre. Et comme mon arme depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai jamais écrit sur moi, jamais écrit de journal. Je me suis aperçue en parlant avec Léo, justement Henri, que voilà, enfin moi j'ai pas une pratique de l'auto-examen en écriture, pas du tout. Et dès que j'ai pu écrire, j'avais 6 ans et c'était d'office, j'ai créé un monde qui n'existait pas. Et c'est ma sœur qui m'avait demandé, parce qu'elle butait sur sa rédac et elle m'a demandé de lui écrire ça, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. Et j'ai toujours, probablement, j'ai toujours eu besoin de la fiction.
toujours eu besoin que ce soit pas vrai, toujours besoin du mensonge pour arriver à la vérité, à ma vérité. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire un roman, ça sera sur la peur. Ce sera tout petit, ce sera un huis clos, il y aura 3 personnes. Donc voilà. Donc l'idée, c'était absolument pas que ce soit polyphonique. Je voulais en fait, en personnage, il y avait donc Waldman, Adina Sadowska et Hamelin. Donc Waldman, c'est la volcanologue qui observe la peur, donc qui pour moi incarnait, ou pas incarnait, était le vecteur de la peur des catastrophes naturelles, donc la peur de tout ce qu'on maîtrise absolument pas. Hamelin, il est employé par la sécurité, il fait partie de ces gens, il y en a peut-être parmi vous ce soir, ces gens payés à temps plein, c'est un boulot un peu dingue pour surveiller d'autres personnes. Et souvent, ces autres personnes, il leur arrive rien, c'est pas des terroristes, c'est juste. Mais bon, il y a quand même des gens qui les surveillent. Et je trouve ce métier fascinant. Réellement fascinant. Enfin, si j'étais pas écrivain, j'adorerais. Au-delà de la portée politique, juste être payé à surveiller une personne, c'est totalement incroyable. Donc pour moi, c'était la sécurité. La peur des gens, la peur d'un désordre, la peur que cette personne en bas de ton immeuble va, je sais pas, te piquer ton fric un jour, cette peur de l'autre, en fait. Et puis Adina Sadowska, c'était pour moi, donc c'est la prophétesse qui, elle écrit sur les murs, et donc il y a une révolte qui va se créer autour de ces sortes d'incantations, de slogans. Pourtant assez organiques, qui sont pas politiques, très énigmatiques, très sibyllins, parce que j'avais envie d'explorer aussi l'éventualité d'une révolution qui soit une révolution poétique au sens de quand on imagine un monde nouveau avec des gens rationnels et avec des mots rationnels, on bloque très souvent sur comment on va organiser la révolution ou comment un changement de société va pouvoir s'opérer. Et bien sûr, ça ne marchera pas parce que ceci, cela, parce qu'on essaie d'envisager un monde parfait, où on essaie d'imaginer, d'anticiper quelque chose de parfaitement posé, dont on pourrait être certain qu'il puisse fonctionner. Et ça bloque beaucoup le désir de changement, en fait. Et ça renvoie à la peur du changement qui est pour moi complètement contenue dans le désir de changement. Et en tout cas, pour moi, envisager un changement, si c'est pas de façon brute, passionnelle, enfin, ça peut être rationnel, mais si ça vient pas des tripes, on a du mal à franchir le pas. Par exemple, dans la vie personnelle, c'est pareil. C'est typiquement, on a une vie bien rangée, on tombe amoureux de quelqu'un et paf, on s'en fout. On a tellement une sorte de vitalité qui est projetée dans ce désir on s'en fout que en fait le changement soit inepte, ou parce qu'on a ce courage qui nous est donné par une espèce de bref. Du coup, c'est Adina Sadowska, c'est ça. C'est une sorte de personne qui incarne le désir d'autre chose, aussi brouillon, chaotique et inachevé que soit ce désir, cette autre chose, en fait. Donc voilà, je suis partie de ces 3 et je m'étais dit ça va être un trio un peu amoureux, et il va y avoir du coup sur ce personnage d'Anina Sadowska va se greffer des désirs et tout. Et en fait c'est ça qui est, enfin c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est un personnage qui pour moi incarne le désir, mais n'est pas un véritable personnage en réalité pour moi. Enfin finalement c'est tellement une allégorie, enfin c'est pardon, l'inverse, enfin aussi que du coup elle peut pas elle suscite aucun désir. C'est presque pas un personnage réel. Donc mon triangle amoureux, ça marchait pas du tout. Et puis, en fait, comme je voulais parler de cette situation, je crois que c'était par humilité, enfin par humilité, c'est pas une question d'humilité, j'avais pas l'impression d'avoir la technique de pouvoir porter une polyphonie. Du coup, je m'étais dit, ces 3 personnages, ça va être parfait. Et puis en réalité, au fur et à mesure que j'écrivais, c'est venu naturellement. C'est-à-dire que parfois on me demande si, comme c'est une polyphonie croisée, on me demande parfois si j'ai écrit la storyline d'une personne, de chaque personne, puis après j'ai tout coupé, puis j'ai fait un montage. Et en fait, non, en fait, les personnages sont venus naturellement, c'est vraiment écrit comme ça. C'était coupé, mais en fait j'avais besoin de voix différentes pour exprimer des points de vue différents sur cette réalité-là, sur cette ville, et c'est venu naturellement. D'un seul coup, il y a eu des vieux, des gamins, c'était pas du tout prévu. Je pensais que ça allait être ma génération, et en fait,
c'est devenu, je savais que je voulais que ce soit une ville, parce que malgré tout, je voulais pas que ce soit je voulais pas que ce soit ni une utopie ni une dystopie. Et pour moi, c'est aussi cette ville-là, je l'aime, quoi. C'est la ville, une société telle que, avec plein de défauts, mais c'est une société qui est la nôtre, des aspects caricaturaux de notre société qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire le multiculturalisme, le fait qu'il y a plein de populations qui peuvent se rencontrer au même endroit. Donc il y a des choses pour lesquelles j'éprouve beaucoup de tendresse de notre société actuelle que j'ai mis et du coup, j'arrivais pas à exprimer toute cette tendresse que j'ai pour notre société, les aspects que j'aime bien de notre société de maintenant. Et j'avais besoin d'autres personnes, en fait, tout simplement. Et du coup, ils sont venus peupler, c'est leur voix, en fait, qui sont venus. Et pour moi, c'était naturel, j'ai pas fait de caractère design, je me suis pas dit, tiens, quelle personne. Non, ils sont arrivés. Et d'un seul coup, il y a eu, d'un seul coup, il y a eu une vieille, d'un seul coup, c'était évident qu'il y avait un chinois mineur, d'un seul, enfin, c'était juste, c'est venu comme ça, en fait, vraiment. C'est une chose qui fonctionne particulièrement, de façon particulièrement remarquable, je trouve, c'est que justement, face à cette profusion de personnages, de voix différentes, donc qui portent vraiment leur propre voix, c'est-à-dire que c'est pas un exercice facile, parce qu'il faut arriver à faire vivre autant de personnages qui ont des caractéristiques fondamentalement différentes, et effectivement qui ressemblent pas tous à une bande de copains qui parlent pareil, tout, et là, en fait, il y a vraiment un travail, je sais pas à quel point il a été douloureux, ou au contraire relativement facile, mais il y a vraiment une très forte différenciation, en fait, dans ces voix. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi une chose très réussie, surtout pour un ouvrage qui est de la fiction qui est projective, enfin on va pas dire de la science-fiction, mais qui nous parle quand même d'un futur et où on décale en fait les choses pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses autour de ces questions de peur collective et des racines individuelles des peurs collectives. Mais ce qui est très beau, c'est que chaque personnage parle vraiment à son ras du terrain à lui. Alors évidemment, si c'est une politicienne qui est l'un des membres de la direction de la cité ou du town hall, elle a une certaine ampleur sur les choses, donc elle parle avec quelqu'un qui a de l'ampleur. Il y a des gens qui vivent vraiment à ras de terre, et eux, il n'y a pas de scorie où tout à coup ils viennent de nous exposer des grands discours. Non, c'est vraiment... Et il y a pourtant une voix de narration qui de temps en temps fait des petits avertissements, dit oui mais attention, on en saura plus tard. Mais ça reste très discret, et l'aspect explicatif, qui est parfois une vraie plaie en fait dans des romans un peu ambitieux, parce qu'il y a des gens qui doivent se taper des scènes d'exposition, etc. Là, il est fabuleusement renvoyé uniquement à des très courts extraits d'ouvrages universitaires en fait sur la ville de Susto et sur les événements dont on parle là. Et en fait, c'est à la fois discret, c'est des petites citations qui sont extrêmement riches, donc qui éclairent d'un seul coup plein de choses et qui permettent de mieux comprendre tout ce que les personnages disent. Et puis c'est fait avec élégance, avec discrétion, et donc il y a vraiment un travail. Enfin, moi ça me renvoyait d'ailleurs. Je pense que dans les remerciements, la toute dernière phrase est pas complètement par hasard. Ça me faisait penser à Tous à Zanzibar, parce qu'il y a vraiment cette qualité de pas empêcher la lectrice ou le lecteur de faire son propre travail d'assemblage, de pas venir lui mâcher les aliments, de lui donner juste les indices qu'il faut pour que en fait il construise lui sa propre construction. Et ça, c'est vraiment de la très très belle littérature. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que j'aime. Et sur un ouvrage de cette ampleur, c'est vraiment très impressionnant, quoi. Mais c'est vrai que l'explication, moi, c'est quelque chose que j'adore. Je lis de la SF depuis que je suis gamine. Et un des trucs qui m'agaçait profondément, même gamine, c'est pas qu'on m'explique pour m'expliquer. C'est pas pour qu'on me prenne pour une. Enfin, c'est pas que je me sentais pas vexée qu'on m'explique. C'est pour moi dans le monde, être dans le monde, je ne connais pas la cosmologie. Je ne sais pas d'où vient mon monde. Je ne sais pas. Je ne connais rien au-delà de ma propre sphère. Et du coup, dans ces bouquins de science-fiction, on t'explique d'où vient le monde et quels sont et tout le panthéon et on t'explique des choses. Je me dis mais moi ça me sortait j'étais plus en immersion parce que d'un seul coup il y avait quelqu'un d'omniscient. C'est qui cette personne omnisciente qui commence à m'expliquer d'où vient le monde alors que quand tu vis, tu t'en sais rien et t'as des doutes et du coup j'avais envie d'offrir ça un monde dans lequel on comprend rien. D'ailleurs, il y a eu un réchauffement climatique. Je me suis arrangée pour que ce soit le plus mal expliqué possible, parce que c'est des gens qui sont complètement bourrés, qui en sont à leur 6e bière et qui commentent le fait que quand même c'est pas tout à fait crédible ce qui s'est passé, c'est totalement absurde.
Et puis la conversation finit comme une merde, on n'a pas la fin. Ouais. Et ça, c'est vraiment une vengeance par rapport à ce que j'ai eu l'impression de subir quand j'étais gamine avec ces romans de SF ou tout. Et pourtant, j'ai adoré, hein, j'ai adoré ces romans. J'ai adoré Dune, j'ai adoré. Enfin, mais du coup, ça m'énervait. C'est comme si un spectacle de marionnettes, puis d'un seul coup, tu vois les fils, quoi. C'est d'un seul coup, j'étais plus dans l'histoire, j'étais avec un écrivain ou une écrivaine. Et et du coup, il fallait un gros travail de réimmersion pour que j'ai de nouveau l'impression d'être dans le monde, en fait, parce que c'est ce que je cherche avec la lecture. Mais tu l'as aussi souvent avec des personnages qui sont parfois les plus pénibles, en fait, dans certains types de science-fiction, qui sont les scientifiques. Et là, notamment, enfin, les deux personnages qui sont, alors, l'un qui est un personnage vraiment essentiel, et en plus, moi, qui est un de mes préférés, qui est Waldman, évidemment, mais également Laure Le Créac, l'ornithologue. Toutes les deux, en fait, elles ont aussi elles font pas des discours à la nation, elles savent ce qu'elles savent, elles ont pas besoin de l'expliquer, donc elles se parlent à elles-mêmes, en fait, quand elles interviennent. Donc elles vont pas s'expliquer, oui, mais alors c'est comme ça, et puis c'est pour ça que je mets une bague à une sterne, parce qu'une sterne ça fait ceci, ça fait cela. Non, elle le sait. Donc tout est allusif, et ça fonctionne parce que ça donne évidemment l'effet de réel. On a l'impression d'être avec elle en train de se dire, ouais, alors combien de temps elles vont mettre à revenir les sternes, enfin, oui, et quand Waldman, bon, là, ça va être un des rares spoilers, bon, quand elle explore un peu son volcan, là, parce qu'il y a des choses un peu louches qui s'y passent, on peut le lire à un moment parce que c'est assez proche du début quand même, hein. Elle va avoir un accident, et ça va, voilà, ça la met un peu dans une situation délicate, disons, même très délicate. Et donc évidemment, elle phosphore pour s'en sortir de cette situation là. Et elle se croit pas obligée de nous expliquer, ouais, alors vous savez, les volcans, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, il y a la personne à qui s'adresser. Elle est volcanologue professionnelle, tout ça, elle le sait par cœur. Donc j'adore quand justement, tu as raison, c'est pas une question de respect du lecteur, mais c'est les personnages, ils sont vrais, quoi. Ils sont pas en train de faire des discours en chair alors qu'ils sont au fond d'une crevasse. Et du coup, ça fonctionne extrêmement bien parce qu'ils sont tous comme ça. Même quand c'est des ivrognes en train de refaire le monde ou des gens qui disent ouais, on devrait faire comme les mineurs de Myrni. Il y en a marre qu'on nous fasse ça. Enfin, le type, il explique pas c'est quoi qu'on nous fait parce qu'ils le savent. Enfin, donc effectivement, ça prend un tour très allusif, mais qui est passionnant parce qu'on a envie, de suivre chacun des personnages pour que presque par inadvertance, ils nous en révèlent un peu plus, quoi. Et ça donne un côté très mystérieux, mais il y a rien qui est caché. Enfin, il y a rien dans les manches. Hein. C'est ouais, voilà. C'est et alors, je voulais revenir juste sur la prophétesse, hein, dont je suis pas sûr d'arriver à chaque fois à prononcer le nom parfaitement, mais voilà, je veux dire, quelle est la part en fait dans ce personnage aussi, parce que le roman n'est absolument pas un roman post-exotique, mais il y a effectivement cette présence, donc tu l'as dit, enfin de slogans, de choses qui sont entre l'incantation et le mot d'ordre, hein, et donc on pense au slogan de Maria Soudaïeva. Est-ce que c'est une figure de référence en fait pour toi dans ce contexte-là, enfin... Ouais, c'est elle, c'est vraiment elle. Ouais. Ouais. Enfin, c'est plus ou moins. Non, c'est pas elle, parce que du coup, il y a une biographie de Maria Soudaïeva, et bien sûr, c'est pas la biographie de Maria Soudaïeva. Oui. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment juste. Je me suis permis de me servir hein, dans la littérature. J'ai fait un cover de Volodine. Ah ouais, mais enfin de Maria Soudaïeva, parce que Antoine Volodine persiste à nier. Hein, d'accord, donc j'ai fait un cover de Maria Soudaïeva. Je fais une toute petite anecdote, parce que moi ça m'avait beaucoup ému quand une des fois où il est venu ici, Antoine Volodine, quand il a fait le libraire un soir, hein, donc il a présenté des auteurs, auteurs sud-américains et tout, et puis il présente comme auteur Maria Soudaïeva. Alors que moi le premier, hein, je suis vraiment persuadé qu'évidemment c'est un avatar non officiel, mais autant les autres, Manuel Draeger, Elie Kronauer et Luz Bassmann, sont complètement acceptés par Volodine, qui dit je suis leur porte-parole, c'est mes amis, etc. Mais Maria Soudaïeva, non, c'est une poétesse qu'il a rencontrée à Vladivostok et qui s'est suicidée. Et 15 ans après, il continue à dire ça. Et bon, on dit ok, c'est une blague, il tient, et c'était terrible. Il était là, on était tous rassemblés à peu près dans la même configuration. Tout à coup, avec son regard très intense, il me regarde et il me dit et ça me fait mal, vous savez, quand les gens pensent que j'ai inventé Maria Soudaïeva. Et il avait l'air tellement sincère, et j'étais en face de lui, j'avais honte, en me disant, je suis vraiment un salaud de penser ça. Sérieux? Ouais. Mais alors du coup, peut-être elle existe alors. Mais non, il n'y a aucune référence nulle part sur Internet. Oui, mais regarde le Christ. Mais... Enfin... c'est vrai. Plus de vin. C'est vrai. Mais ça reste troublant. Enfin,
Mais en tout cas, ouais, donc voilà, une fois que vous aurez lu Susto et que vous l'aurez adoré, Et pour ceux qui connaissent pas, achetez Slogan de il faut Maria lire Slogan de Sudayeva. Maria Sudayeva, c'est vraiment magnifique. Il est en vente ici, je suis sûre. Oui, absolument. Il est trop bien. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'elle écrit beaucoup de choses, et ça, je vais pas vous révéler comment elle en vient à écrire, parce que c'est une des choses qui structure en fait le roman. Mais donc la prophétesse écrit une partie de ses écrits sont rassemblés dans des choses qui s'appellent les lettres au golem, les lettres au golem, enfin bon, au pluriel, les lettres, pardon, c'était ça que je voulais dire. Et l'une d'elles, qui est la seule, je crois, qui est répétée donc dans le roman. Si j'arrive à la retrouver, voilà. C'est tout simple, hein, c'est pour votre sécurité, laissez le blanc à la neige. Et s'il faut partir, partez sans, partez noir. Et voilà, c'est un des exemples d'exhortation en fait que nous propose Anna Sadowska. Je vais pas y arriver. Oui, une des choses que je trouvais fascinante également, et alors là j'essaie de faire attention parce que je veux vraiment pas en dire trop, c'est que on est aussi dans ce type de roman où pourtant on se fait porter par le flot, par la parole des différents acteurs, donc chacun parle à leur façon. Et il y a pourtant une véritable intrigue, il y a du suspense, et il y a des choses qui nous arrivent à la figure dans les 80 dernières pages, puis dans les 30 dernières pages, et qui viennent d'un seul coup éclairer les 350 premières, quoi. Et ça, moi j'adore ce genre de tour de force, parce que ça oblige l'actrice ou le lecteur aussitôt à... Alors même qu'il sort juste de la lecture, à reconsidérer en fait tout ce qu'il vient lire en disant « Ah mais oui !» Bon, il y avait notamment un truc, je vais juste le donner comme exemple. Pour ceux parmi vous qui s'intéressent à la volcanologie, et il y en a beaucoup, je le sais, il y a des trucs bizarres que Waldman, d'ailleurs, la volcanologue, ne manque pas de pointer en disant « Mais c'est pas normal ça, c'est pas normal qu'il y ait ça, c'est pas possible, l'Érébus c'est pas un volcan comme ça. » Et en fait, tout s'explique. C'est pas des erreurs de documentation de la part de l'auteur, voilà, je tiens à le dire. Tout ça est extrêmement machiavélique. Et c'est pas que je m'en suis aperçue à la fin et je me suis dit, oh, c'est comme quand tu dessines une fleur parce que sur une carte postale de ta grand-mère parce que t'as fait une bourde. Oui, la partie documentation m'a pris beaucoup de temps, mais peut-être qu'il y a d'autres erreurs que j'ai pas vues, mais je me suis vraiment, ça a pris plusieurs mois, quoi. Et en fait, l'autre naissance du bouquin, c'est ça, c'est qu'en fait, depuis que je suis petite, j'adore les volcans. En fait, je voulais épouser un volcan quand j'étais petite. On m'a expliqué c'est pas possible. Et j'étais là, mais pourquoi? Ouais, et puis à la fois, j'ai tout de suite eu l'impression que c'était dramatique parce que quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais, mais quand j'étais très jeune, en tout cas, il y a eu ce terrible volcan. Ouais, avec cette jeune, pour ceux de ma génération, il y avait une petite fille qui était dans une coulée de boue, qui était coincée pendant des jours, on a regardé ça à la télé, et tous les jours on était là, mais ils vont réussir à sortir de sa coulée de boue, c'est pas possible, en fait elle est morte noyée, personne n'y arrivait, c'est affreux, et pendant 3 ou 4 jours j'ai vécu avec cette petite fille, et du coup, à la fois en fait c'est ce que j'ai essayé c'est pour ça que j'ai choisi le volcan, comme figure ou motif poétique. Parce que dès toute petite, pour moi, c'était à la fois l'horreur, la beauté, tout ce qui est possible, ce qui te dépasse, aussi, tout bêtement. Enfin, c'est tous les trucs hyper clichés que je vais pas exposer parce que vous savez très bien ce que c'est un volcan. Mais je veux dire, pour moi, c'est exactement ça, ce qu'on vit à titre individuel. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est peut-être ce que j'éprouve comme... Oh, vous avez compris, je suis sûre que vous avez compris, j'ai pas besoin de l'exprimer. Je l'ai exprimé, ça m'a pris plusieurs pages, donc là... Mais à un moment, d'ailleurs, tu crées cette profession qui apparaît comme une vraie profession quelque part dans le livre de volcanomythologue. Hein. Ouais, ce serait on parlait avec René Marc de ça, des boulots de rêve. Moi, c'est... Ouais. Vulcanomythologue, j'adorerais, mais ça n'existe pas, mais c'est... Moi, j'étais très sensible à un aspect, alors très visuel dans la façon dont justement tu racontes. Bon, un des moments qui est un paroxysme, on va pas vous cacher plus longtemps. Un moment, il est possible qu'il y ait un volcan qui entre en éruption. Attention. Bon, de toute façon, il y avait un spoiler sur la couverture. Donc, mais ouais, il est possible que ce volcan entre en éruption. Et bon, il y a un film catastrophe qui est très mésestimé, que je pense que c'est un des meilleurs films sur les volcans qui a été fait, qui est Le Pic de Dante, en fait. Vraiment.
Non, franchement, qui est vachement bien fait. Et entre les pluies de cendres, la façon dont les coulées de lave, les modifications d'acidité, enfin et tout interviennent, et puis la menace des nuages pyroclastiques, hein, c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'y être, et c'est que avec des mots, on a l'impression de voir les images, et notamment toutes les scènes qui se passent quand la cendre, voilà, modifie le paysage. De façon que les gens deviennent spectraux, qui se baladent avec des masques à gaz qui les fait ressembler, donc disent-ils, à des truies, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont des femmes, sinon on dirait des cochons si c'était des hommes, hein, enfin, pas. Et il y a vraiment cet aspect où tout change, le paysage n'est plus le même, la menace s'est concrétisée. En même temps, les gens continuent à pas être dans, ils sont pas dans la vision de narrateur tout puissant qui dit oula attention là il faudrait déclencher des plans d'évacuation pour faire ceci faire cela, ça on sait pas. Les gens ils sont au ras du terrain, ils vivent leur vie sous la menace qui s'est actualisée, qui est plus tout à fait une menace, qui est devenu vraiment un problème. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté reportage, tu vois, de terrain qui est dans toute la phase un peu critique, quoi, quand le compte à rebours, parce que c'est un compte à rebours en plus, hein. Vous verrez, les chapitres sont numérotés en fait. C'est pas non plus une erreur. Ah non, non, c'est pas une erreur du tout. Enfin, c'est rare. Voilà, est-ce que tu nous en dirais un extrait? L'espoir est une tache de kérosène, nacre sur neige, parfaitement étale comme la trace d'une bouteille brûlée. Là-haut, Waldman l'a vu sans la voir, maintenant Waldman se rappelle, aussi distinctement qu'une aiguille s'enfonce dans la pulpe d'un doigt, la tôle labourée du réservoir et l'hélicoptère suinté par bouillon comme le coléoptère crache-sang fin à la mort en sécrétant son hémolymphe pestilentiel. Mon bras est cassé. L'hélicoptère n'explosera pas. La douleur, la chute qui n'en finit pas, ses yeux menacent de se révulser, c'est une sensation étrange. Ils veulent se tourner vers l'intérieur. Elle les retient, ne pas s'évanouir, comme empêcher ses paupières de se clore, comme lutter contre le sommeil, comme lutter. Si son diagnostic est faux, si l'hélico ne s'est pas vidé et se pique d'exploser, elle devra ramper hors de la carcasse d'un seul bras et se mettre à l'abri. En d'autres mots, ne pas s'évanouir. Elle anticipe le mouvement. Comme les skieurs, dit-on, avant de s'élancer, se figurent le parcours, leurs hanches entre les fanions, leurs cuisses frottant les tiges. 1. Tomber. Viser le siège du copilote pour ne pas abîmer Berthe. Se retourner sur le côté gauche pour éviter de s'aplatir sur sa blessure et de s'évanouir bêtement de douleur. 2. Saisir la coudoir de la main gauche, hisser. Saisir le montant du sas, hisser. Saisir la courroie des bagages, hisser. 3. Si le haillon est rabattu, se retourner sur le dos et donner un coup des deux pieds à la vitre qu'elle a déjà fracturée lors du crash. 4. Sortir. Quand la tête passe, le corps passe, et sa tête est passée, la preuve, joue sanguinolente. 5. Se redresser, repérer un creux ou une bosse et courir derrière. 6. Nez busqué, iris cristal, peau blanche parfaitement mouchetée de sang sur les lèvres comme une geisha. Au revoir, Berthe, dit-elle à voix haute. Et les voyants s'éteignent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça qui éclate? Qu'est-ce que c'est que ça qui clapote? Qu'est-ce qui siffle? Qu'est-ce qui tonne? Qu'est-ce qui hurle? Qu'est-ce qui secoue? Qu'est-ce qui gronde? Qu'est-ce que l'éjectable balastique? Qu'est-ce qui nous fait tout petit? Qu'est-ce que c'est que ça qui nous fait tout petit? Qu'est-ce que les pyroclastites? Qu'est-ce que c'est que ça qui nous fait tout petit? Qu'est-ce que l'hyaloclastique? Qu'est-ce que l'énergie cinétique? Qu'est-ce que c'est que ça qui nous fait tout petit? Tant et tant de fois plus petit qu'à la fin. Moi, je voulais mentionner une dernière caractéristique qui m'a beaucoup frappé et qui renvoie aussi à un travail d'éditeur en tant que collectif qui est impressionnant. C'est dans ce bouillon de culture en fait justement polyphonique et tout brouillon qui représente, comme tu le disais au tout début, qui est vraiment à l'image un peu de notre société, c'est-à-dire que ça bouillonne dans tous les sens. Il y a des espèces d'alliances de circonstances entre des factions, des individus, des micro-collectifs un peu improbables,
et puis qui pour tel ou tel objectif ponctuel se retrouvent alliés, font des choses. Il y a des forces de sécurité qui effectivement prises de vertige se mettent à fraterniser avec des mineurs révoltés. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Il y a des triades, il y a des gangsters, il y a des camionneurs. Enfin, il y a toutes sortes de gens. Ça grouille et c'est magnifique. Vraiment. Il y a des camionneurs et des gangsters, vous êtes obligés d'acheter ce livre. Ouais. Mais une chose qui est truc, c'est qu'il y a là-dedans une espèce de mythologie contemporaine créée par cette société et qui vit par la bande dessinée, par les comics, par les histoires de super-héros, super-héros qui sont ad hoc, qui sont des héros soit qui ont des racines profondes dans la mythologie japonaise, soit qui viennent plutôt d'une culture nord-américaine ou d'une culture française, puisqu'il y a aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, toute une question de choc linguistique en fait. Les gens ont une langue véhiculaire qui est l'espéranto en fait, mais sinon il y a des gens qui parlent naturellement en anglais, en chinois, en japonais, en russe, en français bien entendu, parce qu'on n'est pas très très loin du Mont d'Urville non plus. Et cette culture populaire vraiment profonde qui est présente par les enfants, mais par les adolescents, mais aussi par certains adultes qui en ont connaissance. Bon, il y a des héros en fait qui s'incarnent. Il y a certains personnages en moment qui assument en fait le rôle sous forme presque de masque ou d'identité secrète. Bon, d'ailleurs, dans la liste des personnages, vous en avez entendu quelques-uns qui assument le rôle de certains héros. Et je pense à Kurobuzu notamment, mais il n'est pas le seul. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment, dans la façon dont certains des personnages parlent de leur expérience concrète, eh ben le mythe en fait envahit la narration, et tout à coup il y a de la BD qui explose en plein milieu tout à coup il y a les bulles de BD qui envahissent la page parce que quelqu'un raconte une histoire et il le raconte avec le ton de chacun. Et ça, il y a vraiment, c'est pas la seule occasion, il y a beaucoup d'utilisation du graphisme. Dans certains cas, quand la vulcanologue, par exemple, veut expliquer un truc, c'est un peu compliqué à expliquer en phrase. Il y a un dessin en fait qui explique ouais, c'est comme ça, quoi. Et on a vraiment le dessin. Puis il y a vraiment il y a des phrases. Et c'est pas gratuit quand il y a des choses qui, par exemple, alors là vous pouvez pas le voir à cette distance, mais c'est marqué K-boom. Voilà. Et évidemment. Pour gagner parce que je voulais faire un truc gros. Et du coup, là, je me suis dit, ça va occuper 2 pages. Ouais, mais c'est 2 pages assez essentielles en fait. Pourtant, il n'y a que Kaboom dessus, mais ça joue un rôle vraiment fondamental dans le roman. Il y en a une autre plus loin, mais là, on rentrerait dans du vrai spoiler, donc je vais pas en parler. En tout cas, bon, il est très impressionnant ce roman. Et moi, je suis hyper content que tu sois venu pour en parler. Après, j'ai peur de commencer à en dire trop, moi, parce qu'il faut vraiment se plonger dedans et puis découvrir, mais ça, c'était ça. Enfin bon, il y a vraiment un côté un peu magique, quoi. Et même si on n'est pas fan de volcans ou d'Antarctique, c'est absolument magnifique. Et évidemment, dessous, il y a la peur. Et donc, c'est aussi un antidote à la peur. Et c'est important, ça. C'est un vrai antidote. Je pense on a moins peur après. Ok. Enfin, moi, je trouve. D'accord. Ça apprivoise un peu la peur et de voir que. On va pas reprendre des slogans qui viennent de Dune non plus, faut pas exagérer, mais. Enfin bon. Dune est aussi en vente ici, je suis sûre. Oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Luvan, et puis vraiment bravo pour ce roman. Et donc, je vous encourage évidemment à l'acheter, à le lire, à en profiter de la présence de Luvan pour le faire dédicacer, à en acheter plusieurs exemplaires parce que c'est un cadeau qui fait extrêmement plaisir, vous vous en doutez, et à compléter votre collection Luvan aussi avec les recueils de nouvelles, donc bien entendu, parce que voilà, ça ferait plaisir à tout le monde ici. Aux éditeurs, aux auteurs, aux libraires, et il faut pas hésiter à faire plaisir aux gens, c'est important, c'est l'une des leçons de Susto. En tout cas, merci vraiment beaucoup. Merci. Je voulais juste faire le générique de fin. Oui. Susto est publié aux éditions La Volte, donc Mathias est ici. Et il y a plein de gens dans l'édition de La Volte, dont Marie, qui n'y a pas pu venir. Il y a des gens que je connais pas qui sont peut-être là et qui sont de La Volte, en fait, et je sais pas. Voilà, voilà, typiquement. Et il y a Laure qui a fait la mise en page. Et voilà, donc ça c'est je sais pas si on peut, enfin bref, voilà, c'est les gens de La Volte. Laure a fait la mise en page et elle a pas hurlé devant, voilà, elle a fait kaboom. Et Laure, c'est quelqu'un de magnifique, Laure Afchin, qui a aussi créé la typo de La Volte. La couverture c'est Stéphane Perger, qui fait des BD magnifiques et qui a aussi fait toutes mes couvertures sauf la couverture belge où on reconnaît bien que cette baleine est belge. Et puis ça a été corrigé par Pascal Doré, qui est une super correctrice, qui a des super cheveux.
Et puis sinon, il y a plein de... Voilà. Et puis je l'ai écrit en Camargue, parce que j'ai une bourse du CNL, donc je l'ai écrit en Camargue chez le Diable Vauvert. Enfin, c'est pas vraiment eux, ils insistent beaucoup sur le fait que c'est deux maisons séparées, mais en tout cas, ils sont des maisons d'auteurs. Et quoi d'autre? Enfin, voilà, de toute façon, il y a des remerciements à la fin, mais c'était le générique de fin. Bravo. Merci beaucoup. Bravo.